14 937 km exactement, les 15 000 km pendant ce trajet. Je suis actuellement en banlieue de Québec. Je ne sais pas trop où, je cherche à m'embarquer sur le chemin du Roi, sur la 138 entre Québec et Trois-Rivières, où j'ai pu remarquer que c'était une très belle route lors d'un précédent voyage. Je suis vêtu de mon t-shirt de mon club de boxe française où j'en faisais à l'époque et d'un pantalon d'électricien paré à prendre la route. Et je me retourne à Montréal, la barbe a poussé, les cernes se sont creusées et, euh, et je reviens d'une run de 10 jours sur mes chantiers. Fouh, ça va faire du bien de se reposer un peu. Quoique j'ai peut-être pas le temps de me reposer. La semaine prochaine, en fait dans 2 jours, on y retourne. Allez, c'est parti, cherchons à s'embarquer là-dessus. Mode sport activé comme d'hab et allons-y. Donc tout va bien, je suis quand même content de rentrer, pas exténué mais voilà. Voilà, beau coucher de soleil là-bas en plus, on va avoir une belle lumière, bien content. Alors j'espère pas trop me perdre. Donc là on est dans une banlieue ma foi assez cossue de Québec, c'est plutôt sympa. Ça a l'air paisible, c'est le moins qu'on puisse dire. Pas mal de monde en fait, donc on est loin, enfin on n'est pas trop loin du centre non plus. Mais et voilà. Et donc quand je dis Québec, c'est Québec la ville bien sûr. Alors, détour, nous allons suivre le détour. Parce qu'il y avait une rue barrée. Et j'ai dû faire un détour. Et mon expérience dans le génie civil, dans les routes que j'ai pu avoir l'année dernière, me dit qu'il faut suivre les détours. Si on ne veut pas se retrouver bloqué. Voilà, donc là on est vraiment sur de la belle petite route. Je règle un peu ma petite caméra à droite. Je pense que ça va être pas mal. C'est pour éviter qu'on voit le nez de la voiture. Idéalement, pour avoir vraiment se concentrer sur le paysage. Oh bah là, on voit bien, on voit le nez de la voiture complètement. Hop, on monte un tout petit peu, encore un petit peu. Ah, là, c'est bien. Là, c'est bien. Là, on est bien. Alors, et en fait, on est à Sainte-Foy ici, je crois. Donc, j'ai vu qu'il y avait le campus de Sainte-Foy, pas mal de. Alors, il y avait un séminaire. Je suis passé devant une maison de retraite où il y avait comme directement aussi une chapelle au niveau de la maison de retraite. Donc, Sainte-Foy et pas mal d'éléments qui laissent penser que c'est assez religieux dans le coin. Franchement, je sais pas du tout si je prends la bonne route. Je crois que je vais vraiment dans. Je crois que je vais dans le mauvais sens. Au pire, on va suivre le GPS et je repartirai sur la bonne route tantôt. Alors, au pire, ce qu'on peut faire, sinon, c'est d'aller regarder sur le téléphone. Ça va être beaucoup plus simple. Je vais aller m'orienter. Alors, on est où? Hop. Alors, en effet, si je veux continuer, c'est par là, par là. Ok, ça n'a pas l'air si évident. Je sais ce qu'on va faire. On va mettre un point, par exemple, faites un peu plus loin sur la route que je vais emprunter. Et disons ici. Oh pardon, désolé. Oula, oui, c'est vrai que je ne bouge pas. Ok, on va passer par là. Je me suis arrêté au milieu de la route. Ouais, je pense qu'on est pas mal là. Là, je pense qu'on est pas mal. Ok, allons-y. Donc là, ça vous permet de voir un petit peu ce que ça donne. Oh là-bas, il y a une très belle voiture, on va y aller. Pas que je sois un ultra fan des voitures, mais quand même qu'on voit un peu les banlieues autour de la ville de Québec. Donc, ma foi, c'est qu'aussi. Ah oui, c'est une McLaren, en effet. On peut voir là. Bah, vous avez vu la McLaren, ouais, elle est vraiment très stylée. Ouais, ça a l'air de bien vivre par ici. Par la droite. Hop.
avec le petit panier de basket à l'américaine. Ah, ça fait vraiment banlieue typique nord-américaine. Mais à la mode québécoise, toujours des petits détails et puis un art de vivre à la québécoise euh, dont je ne me lasse absolument pas. Disons que je peux aussi faire des repérages pour de prochains investissements, pour ma résidence principale peut-être dans quelques années. Ce n'est pas encore la question. D'ailleurs, je dois attendre 5 ans parce que je dois remplir en fait mes comptes. En fait, il y a des dispositifs fiscaux super avantageux ici. Le REER et le CELI App, exactement, où on peut décaisser euh, hors de l'impôt, net d'impôt, donc jamais d'impôt payé sur ces sommes-là, pour acheter sa première résidence, sa résidence principale. Et la technique, c'est d'acheter une résidence principale, un lot où il y a aussi des portes, enfin d'autres appartements, par exemple un petit immeuble, disons 6 appartements dont un qu'on habite, et le reste on le loue. Et on a le droit de faire ça et de prendre jusqu'à 100 000 dollars aujourd'hui, donc 60 000 dollars du RAPREER plus 40 000 dollars du CELIAP pour faire une mise de fonds qui n'aura jamais subi aucun impôt, zéro, nada, net d'impôt de vos payes, de vos revenus. Que demande le peuple? Et voilà, la technique c'est prendre un petit immeuble. Et en fait, pour avoir le droit de sortir ça sans impôt, là, ces mises de fonds-là, de ces dispositifs fiscaux-là, il faut être propriétaire habitant. Mais si on habite un seul des apparts du lot, ça marche. Donc, plutôt bien. Et en attendant, on va investir et pas acheter de résidence principale parce que on est en mode renta, construction de patrimoine, et on fait pas de conneries en accumulant du passif inutilement. Tout pour l'actif, tout pour l'actif. Eh. En plus, ça nous rend mobile d'être locataire. C'est plutôt bien. C'est ça, donc là j'ai une grosse run de travail, je suis monté pas mal dans le nord, vous avez pu voir sur les précédentes vidéos, je suis allé plutôt sur la côte nord. Ah ouais, il y a une GT2 RS ou une GT3 RS là à gauche, ouais, pas mal du tout. Ouais, c'est banlieue Cossu ici. Hein. J'aime bien, j'aime bien. Et donc ouais, monter assez haut sur la côte nord, c'était vraiment cool, la plage, et je suis même allé me baigner un coup, c'est froid, c'était à 11 degrés quand même l'eau, donc je suis pas resté longtemps, j'ai juste fait un aller-retour dans les vagues pour faire un petit short en plus de ça. Plutôt bien apprécié là ce petit séjour, mais bon voilà, ça vient avec le travail aussi. Donc des grosses journées entre 10 et 12 heures, ça se lève tôt le matin, lever entre 5h et 5h30 globalement. Et ensuite ça fait le taf toute la journée. Mais en dehors de ça, aller au sport, faire les devoirs. Et ah oui, ça y est, avec mes boys, on a fait notre première offre d'achat, on est en pleine négociation, donc pour donner des chiffres, en fait on achète un bien pour faire des chambres de travailleurs comme moi là où je réside quand je suis sur les projets. Donc c'est assez rentable étant donné le marché là-bas, à l'endroit où on fait ça. Et il y a en fait une grosse opportunité de marché parce qu'il y a une grosse manne de travailleurs, même pour les années à venir. Et donc c'est un projet plutôt rentable. On a fait nos devoirs très très fort, on a bien analysé le projet. Et c'est ça, donc là, bien affiché à 99 000. Nous, on n'est pas des rigolos, on a proposé 80 000 et contre-offre 95 000. Donc la vendeuse 95 000, elle nous a proposé un contre-offre. Et là, on a contre-offert, contre Uno, pour 87 000 dollars. Vous avez vu, les biens sont pas chers, on est sur des sommes quand même raisonnables. En dollars canadiens, c'est quand même pas mal. En renta brute, on est sur donc c'est des locations courte durée à la semaine, taux d'occupation 75%. Donc ça, se trouve, on pourrait même être au-delà de 75%. Donc moi j'ai pu sur place vraiment bien étudier le marché en réel. Hein. Genre sur place avec des contacts aussi là-bas. Donc on estime ça comme ça. Et puis ça fait donc de la renta brute autour des 18, même on monte à 20% si on optimise bien le bien, si on amène du service, qu'on monte un peu le prix à la semaine. Bon, globalement, on vient vraiment tout couvrir les frais, on peut tout mettre en charge comme des dépenses sur nos impôts pour diminuer nos impôts. Donc tous les intérêts sur l'hypothèque,
tous les frais afférents, de la gestion, si on met de la gestion, ce qu'on risque de faire parce que c'est quand même loin. J'ai mon contact sur place qui serait prêt à prendre de la gestion, on va lui donner du 10% je pense des loyers par exemple. Donc pas mal de moves comme ça à aller chercher pour faire un projet rentable, vraiment de pouvoir décaisser les dépenses sur les impôts, c'est vraiment quand même le plus avantageux, disons. Et donc voilà, 20%, 20% de mise de fonds, un des rares ronds-points du Québec. Hop, bah, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc 20% de mise de fonds, donc là en plus on est à 3 dessus, on est facilement finançable. Pareil, ça a été du défi pour le financement parce que dans le fond le bien c'est un mobil-home, les banques veulent pas suivre sur des mobil-homes parce que bon, il y a le foncier avec, hein, il y a le terrain. S'il n'y avait pas le terrain, aucune banque suit de rien du tout. Mais là on a réussi à trouver un contact pour suivre au financement normalement. Et il va passer ça, il va désigner ça comme un chalet, pas comme un mobil-home, donc habitué, mais pareil là, partenaire de financement sur place qui a l'habitude de ce genre de projet. Quand on allait vers des partenaires de financement à Montréal, laisse tomber, je restais là, ouais, mobil-home et tout, c'est mort. Parce qu'en fait, les banques cotent le risque d'un tel bien qui n'est pas sur fondation béton, qui est donc sur une slab, sur une slab, sur une grille de bois métallique. Et donc ils cotent ça comme risqué. En fait, il y a un risque sur l'équité, sur la valeur en capital du bien, sur de tels biens. Parce que globalement, le prix du terrain est vraiment risible par rapport au prix du bâti qui est dessus en soi. Donc c'est ça, mais projet qui va être bien rentable, on est 3 dessus, tout va bien se passer. C'est pour faire un premier, pour être à l'aise sur l'opération. Ça part en discussion immobilière aujourd'hui du coup, mais comme on est en plein dedans, ça vaut le coup. Voilà, je sais pas si vous avez vu un gros parc de BMX à côté là. Ça a l'air d'être un gros complexe sportif, là où il y a le campus de Sainte-Foy ici là. J'ai l'impression qu'il nous fait reprendre l'autoroute. Bref. Donc c'est pour en faire un premier, apprendre à bien le gérer. En plus c'est un peu éloigné, faut qu'on prépare l'hiver. En plus il neige beaucoup là-bas l'hiver, donc commander notre déneigeur, mettre le service, donc par exemple comme c'est pour des travailleurs, mettre le gras de chaussures électriques par exemple, des choses comme ça. Mettre des PS5 dans les chambres, c'est un truc tout con, mais aller mettre des PS5 où les travailleurs rentrent le soir, bam, il a une PS5 à dispo, il peut mettre son compte PSN, prendre la femme de ménage, enfin voilà, tout c'était l'opérationnel et la gestion de tout ça. Et voilà, une fois qu'on en fait un, on n'est pas trop à risque et ça reste déjà rentable. On s'est pas mis à risque, on apprend à l'opérer, on fait le travail. Et ensuite, on peut éventuellement scale si on file l'opportunité de marché là-dessus. Et on en fait d'autres. On en fait d'autres, on en fait d'autres, on en fait d'autres. Et on devrait avoir de la liquidité pour en faire pas mal d'autres si ça marche bien. Donc, on est content avec ça. Et donc ouais, tout ça pour dire que ça bosse beaucoup. J'ai pas une minute à moi. Ça part dans tous les sens. Je fais les vidéos aussi. Mais toujours plein d'énergie. Comme je disais la dernière fois sur la même vidéo comme ça de trajet, qui sont sûrement beaucoup trop longues, c'est pas le truc qui fera le plus de vues, mais je m'en fous, ça fait un carnet de bord, j'adore ça. Parce que moi-même après, plus tard, si je me retourne là-dessus, je suis en mode ah ouais quand même, hein, voilà. C'est enfin quand même, oui, sûrement le chemin parcouru parce que je vise de faire des trucs cool et tout, mais voilà, enfin avoir des souvenirs en soi, je pense que c'est les bons souvenirs, ces petits trajets. Bah parce que je suis seul, hein, je suis en mode full solitaire pendant je suis avec quand même mes collègues et tous mes équipes qui sont super sympas et avec qui on s'entend super bien, donc c'est pour ça aussi que j'ai la banane, que l'énergie elle est là, c'est que bon voilà, c'est merci à eux d'ailleurs, parce que voilà, c'est quand on part comme ça sur des projets un peu éloignés, presque en autarcie, avec des équipes réduites, un peu en mode reportage RMC découverte, le Grand Nord, tout ça. Bon, on n'est pas non plus dans les cas les plus extrêmes de ça, mais tout de même, c'est bien d'avoir des super gens avec soi. Et ouais, donc pas mal de trucs à faire, donc tout est back à back. Là, tout à l'heure, je suis allé visiter un autre bien, donc j'ai fini mon travail. Je suis parti visiter direct un autre bien après ma réunion que j'avais ce matin. Je visite le bien, je prends la route, je passe à la station essence, bam bam bam. J'arrive à Tadoussac, je prends le traversier, parce qu'à un moment, ouais, il faut prendre un traversier, il faut traverser
parce qu'il n'y a pas de pont à cet endroit-là, donc traverser au niveau du fjord du Saguenay, hop, petit jump, on passe de l'autre côté. Et là, en plus, il y a des zones sans réseau après, alors je suis comme, ah, il faut que. Parce que j'avais une réunion ensuite à 14 h, alors là, je trace. Est-ce que j'ai trouvé du réseau? Oui, bah, ça déconnecte un peu, et boum, je me mets sur ma réunion de 14 h, qui était au sujet du prochain projet qui s'entame en octobre. Donc, ouais, ça bombarde. Semaine prochaine, non pas semaine prochaine, la semaine encore d'après, hélicoptère. Mais pas sûr que j'embarque dans l'hélico parce que les équipes en fait blinderont déjà l'hélico, la capacité maximale de l'hélico. Mais ça, si en fait j'aurai peut-être l'occasion de monter dans l'hélico parce que normalement il faut que j'aille faire des trucs. Mais sinon quelqu'un prendra quelqu'un prendra ce que je dois faire là-bas. En gros, je dois faire des photos de vérification, des choses comme ça. Et puis s'il n'y a pas de place pour moi dans l'hélico parce que je suis pas la priorité, c'est pas moi qui monte et qui. Je vous jure, c'est impressionnant les travailleurs, les gens qui montent sur les lignes électriques là, donc là elle est hors tension la ligne. Mais les monteurs de ligne ici s'appellent, donc on en a aussi en France, partout dans le monde. C'est des métiers ultra spécialisés, cordistes, machin et tout. Ils sont avec leur cabestan, leur boudrier et tout. Et puis ils grimpent et ils changent. Ils font de la. Là, on change des isolateurs. En fait, c'est les espèces de tresses, chaînes de. Alors vous devez voir, c'est comme des soucoupes des soucoupes qui s'enchaînent. Ça fait une longue chaîne comme ça qui sépare le câble où il y a la tension qui passe, l'électricité qui passe, du pylône. Et donc on appelle ça des isolateurs, donc ça isole. Et ensuite le pylône lui-même est relié à la terre. Donc il y a on dit il est groundé, il est mis à la terre, le pylône métallique. Donc ça permet d'isoler la ligne électrique du pylône et en fait du bas, quoi, du reste du monde. Donc c'est pour ça qu'on peut marcher en dessous. Mais il y a le phénomène d'induction aussi. Alors, c'est qui hier il m'a raconté aujourd'hui ou hier, on me disait, il y a des gens qui font du vol d'électricité sous les lignes haute tension avec des bobines. Ils font un coil, et ils le placent sous une ligne haute tension et puis ils arrivent à voler de l'électricité grâce à l'induction, grâce au champ électromagnétique de la ligne haute tension qui est au-dessus. Et pareil, même hors tension, juste le vent qui frotte sur les lignes haute tension permet de générer assez de courant. Donc le courant, vraiment le courant en ampérage qui vient l'intensité de courant en fait en électricité, qui est en fait en soi la chose dangereuse. Là, c'est vraiment la quantité de jus qu'on se prend. Mais c'est sûr, c'est lié à la résistance et puis à la tension. Donc la tension en volts, la résistance en ohm, la loi d'Ohm, U égale RI. Pour ceux qui connaissent, sur cette chaîne, je parle pas mal à les techniciens et les ingénieurs, donc basique. Mais ouais, c'est ça. Et puis donc juste l'induction provoquée par le vent, par exemple, peut suffire à tuer un homme. Donc faire attention. Donc souvent, on va aussi mettre à la terre les véhicules sous la ligne. J'ai pu voir un poste électrique. Là, il y a de tout dans un poste électrique. Il y a de l'électricité, il y a de la haute tension, de la basse tension, des disjoncteurs énormes. C'est malade. Et donc tout un système de commande, il y a un bâtiment de contrôle, donc il y a de l'architecture aussi, il y a du génie civil. Il y a vraiment de tout sur un poste. Donc le poste qui est l'endroit où tout arrive et tout est redirigé soit vers le réseau de distribution, soit vers d'autres lignes, et où il y a des transformateurs, où on peut changer le voltage, etc. Voilà, pour vulgariser un peu la chose. Écoutez, c'est plutôt sympa. Alors c'est vrai que la luminosité va peut-être pas être ouf, je réglerai ça en post-prod éventuellement, mais avec les petites couleurs et tout, c'est sympa. J'ai pris des vidéos aussi, il faudra que je vois si je peux faire des choses avec ces vidéos à vous montrer. Mais l'autre jour, quand je redescendais de la côte nord, là, de la haute côte nord, disons, un coucher de soleil, mais hallucinant. Donc c'est ça, donc je parlais des lignes électriques, avant d'immobilier. Dans le fond de tout ce que je suis en train de foutre en ce moment et qui me drive, qui me passionne, ouais. C'est la foule d'éther. Donc ouais, là, retour à Montréal ce week-end, peut-être profiter un peu, savoir que j'ai mon bro, mon big de ma fraternité. Donc ouais, à la fin de mes études, ma dernière session, j'ai intégré une fraternité francophone ici qui s'appelle Sigma Theta Pi. Vous pouvez rechercher sur internet Sigma Theta Pi fraternité.
Et puis voilà, mon big de la frat s'en va au Maroc, là il est marocain, et puis il s'en va au Maroc la semaine prochaine, je crois, voir sa famille. Donc je vais aller le voir là demain soir normalement, et puis donc c'est juste ça qui est prévu pour le week-end globalement. Et aussi tourner des vidéos, et quand même aller faire du sport aussi, de bons repas, profiter de mes colocs, de mes amis. Mais pas de soirée trop arrosée, peut-être une quand même, faut se détendre un peu. C'est toujours bon. Et après, la semaine prochaine, on y retourne. Voilà. Je pense qu'on s'est fait rediriger sur la bonne route. Bah oui, c'est sûr, parce que oui, j'ai mis le point en plus là que je voulais. Donc on est bien, on est bien. Hop, me recoiffe. Quel narcissisme de se recoiffer comme ça dans la caméra pendant qu'on conduit. Ouais, j'ai fait. Oh putain, la voiture, je l'ai laissé partir un peu sur la gauche. Voilà, le narcissisme tue, n'oubliez jamais ça. Mais il en faut toujours un peu, c'est toujours bien. Jusqu'à ce qu'il ne tue pas. Jusqu'à ce qu'il tue. En tout cas, faut pas qu'il tue. Hop. Allez, des véhicules. Des véhicules derrière moi, vous allez voir passer, parce qu'à mon avis, ils vont me doubler. C'est des véhicules qu'on trouve beaucoup ici. C'est des 3 roues, 2 roues à l'avant, une roue à l'arrière. Les gens ici adorent les véhicules récréatifs, hein, quand c'est l'été ou l'hiver. L'hiver c'est les skidoo, l'été ça va être les sidoo, donc un peu la même chose, mais donc soit sur l'eau, soit sur la neige. Ça skie ici, il y a des stations de ski, beaucoup de randonnées l'été. Ensuite les véhicules à moteur en tout genre, donc la voiture, là ce genre d'engin comme on voit passer, qui a l'air de se dire waouh, qu'est-ce qui roule pas vite lui, je roule à 80. Je suis resté aux règles françaises, que voulez-vous. Donc ouais, super cool pour ça. Pareil, de la moto là. Là en plus, le bien qu'on veut acheter dans le nord, même si on le garage, on pourra peut-être l'utiliser pour nous, pour stocker des trucs, pour les locataires, pour faire du service là-bas. Je sais pas, un déneigeur à moteur là, au cas où le déneigeur ne passe pas un jour, que les personnes puissent déneiger. J'en sais rien, des choses comme ça. Et sinon, ouais, se mettre un skidoo là-bas éventuellement, et quand on monte là-bas, faire, je sais pas, on pourrait monter, s'amuser à faire du skidoo le week-end ou des choses comme ça. Bon, c'est quand même un peu loin pour aller faire un tour de skidoo, euh, mais, euh, mais voilà, ça peut être des trucs à faire. Et d'ailleurs, je prévois de m'acheter sûrement du matériel de ski pour l'hiver. D'ailleurs, parlons de ski, je fais les 24 heures tremblant avec mon taf, et je vais peut-être en profiter pour faire de quoi en vidéo sur la chaîne. Donc c'est en gros, c'est pour une association caritative pour les enfants atteints de pathologies, maladies graves, etc. Et on récolte de l'argent. Et il faut que j'aie récolté en tout 500 $ idéalement. Et ensuite, arrivé le jour J en décembre, avec le taf, on va skier, on skie pendant 24 heures, donc c'est des relais de ski. Les pistes sont éclairées et tout ça, et on fait des nocturnes, et aussi pendant la journée. Et voilà, et puis même pour aller skier en dehors de ça, l'hiver prochain, je vais sûrement m'acheter du matériel de ski. Sachant que les stations les plus proches se trouvent environ à 1 heure de Montréal, voire moins 40 minutes pour Saint-Sauveur. Après on a Mont-Orford, Mont-Tremblant qui est genre à 2 heures environ. Il y en a plein d'autres. Autour de Québec, il y a le Mont-Sainte-Anne, Mont-Saint-Édouard, je crois que ouais, ça s'appelle comme ça, sur la route du fjord du Saguenay, à Lens-Saint-Jean, à côté de Lens-Saint-Jean. D'ailleurs, on a croisé des Québécois là-bas qui nous a dit s'il vous plaît, les Français, ne dévoilez pas ce lieu, on est bien ici, on n'est pas encore blindé de touristes, c'est notre petit jardin secret. Mais c'était il y a 2-3 ans, il y a prescription, alors je vous donne l'astuce, le Mont Saint-Édouard, plutôt sympa. Donc c'est pas des grosses stations de ski ici, hein, c'est par rapport aux Alpes ou même par rapport à certaines stations des Pyrénées, rien à voir, mais vraiment rien à voir. Mais en fait c'est commode, c'est accessible, alors ça reste cher, ça a beaucoup augmenté en plus les dernières années. Les forfaits sont chers en fait par rapport à ce qu'on trouve en France, ça va nous paraître super cher par rapport au domaine skiable. Mais par rapport à la commodité, et puis il y a quand même des bonnes pistes, on remonte assez souvent parce que c'est pas des monts très hauts.
Mais il y a vraiment de quoi s'amuser, il n'y a pas de souci, on peut aller skier et vraiment, vraiment kiffer. Mais c'est il y a un petit goût de produit de luxe quand on va skier ici. Elle limite encore plus qu'en France, donc c'est pour vous dire. Mais l'accessibilité et la commodité de se rendre sur un domaine skiable, même partant de Montréal ou de Québec, donc des grandes villes, est super cool. Bon bah c'est sûr pour les Lyonnais ou les Grenoblois par exemple, ça va pas impressionner. Ouais, t'as les Alpes juste à côté. Euh, donc c'est ça, mais voilà, c'est ici on a comme. Alors les paysages peuvent plus ou moins se ressembler sur de grandes étendues. Je dirais il y a sur une superficie restreinte, il y a moins de diversité que sur le territoire français par exemple. Et le territoire français est assez unique par rapport à ça, par rapport à la diversité de climat, de géographie, de relief et de territoire, de terroir même, de culture de terroir régional, etc. C'est assez unique la France par rapport à ça, sur une si petite superficie, autant de diversité et de contraste. Mais ici, il y en a aussi, vous voyez, là, j'étais Côte-Nord, il y a un petit côté breton, etc. Quand je suis allé faire du voilier dans l'état de New York, Vermont, là, cet été, avec mon ami, et encore merci à son père, qui était capitaine de ce voilier, son voilier, et puis, bah, expérience incroyable, hein, ça m'a vraiment de... En fait, j'avais en tête, en plus j'ai mis ça sur mon Instagram, j'ai lancé mon Instagram, le Instagram là, de Martin Turing et tout, avec cette phrase-là de quand j'aurai mon catamaran. Parce que ouais, ça m'a remis en tête, ah c'est vrai que c'est un de mes trucs que j'ai, cette lubie que j'ai derrière la tête, de plus tard peut-être avoir un catamaran, naviguer un peu, et puis voilà, quand je retournerai en Thaïlande, y retourner avec mon catamaran. Ou au Japon, en surfant sur un tsunami, en arrivant à Yokohama, dans la baie de Tokyo, là, bam, sur le catamaran, en surfant une lame de fond. Incroyable. Ce serait fou. Là, je me fais des histoires, mais c'est des histoires, des petits rêves et des petites histoires qu'on se raconte pour continuer d'avancer et avaler les kilomètres sans trop rechigner, sans rechigner du tout même. C'est plutôt agréable que je fasse une vidéo ou pas. Là, j'en fais. Et d'ailleurs, on est à 4956 km, enfin 4956 plus 10 000. Ouais, 10 000, ça se réinitialise. Donc, c'est ça. Et ouais, donc on va passer les 15 000 donc depuis mi-juin. Depuis mi-juin. Là, j'ai le Saint-Laurent sur la gauche, la lune, le soleil à droite qui est en train de se coucher avec ses couleurs qu'on voit. Donc ce bleu rosé et cette pénombre, le dawn qui vient, le crépuscule. Sur la gauche, la lune et le Saint-Laurent. Et devant la route, ah bah là on voit des mâts de voilier justement. Bah, on peut naviguer en voilier sur le Saint-Laurent aussi. C'est un large fleuve. Et clairement, du Saint-Laurent, on peut descendre jusqu'aux États-Unis, jusqu'à l'océan Atlantique. Donc ouais, je racontais dans ma vidéo où j'étais sur la plage là, donc à Pointe aux Anglaises, ça s'appelait. Donc c'est sur la route qui va à Port-Cartier un peu plus loin, donc sur la Haute-Côte-Nord. Après c'est cette île. Et ouais, je racontais l'histoire de ce collègue qui lui était descendu de... Oh ouais, non c'est bon, il y a un trou. Pardon, c'est combien la vitesse ici? Je ne sais pas. Il y avait un radar. Et il était placé là. Il a pas flashé. Ah oui, c'est 70, c'est correct. Et il n'y en a pas beaucoup des radars automatiques, mais là, c'est les radars qui portent, ils les posent à un endroit. Alors ça marche très peu, des fois les gens ils sont flashés, ils reçoivent pas. Ah oui, il n'y a pas de radar ici. Vous allez adorer si vous venez ici, que vous en pouvez plus des radars en France. Il n'y a pas de radar automatique, il y en a très peu. Et là, pour le coup, c'est marrant, il y en avait un. J'étais à la bonne vitesse, ça va. Mais ouais, c'est pas très répandu et voilà. Il n'y a pas de raquette, y a pas de raquette au radar ici. Pour ceux qui sont comme ah c'est le full raquette en France avec les radars tout ça. Moi voilà j'en pense assez rien, je suis assez neutre là-dessus, je m'en fous un peu, je roule aux vitesses et puis voilà, je dis ça, j'ai eu un ticket, on dit un ticket ici pour une amende il n'y a pas très longtemps mais bon. Donc je parlais des voiliers, ouais, le mec qui me disait qu'il était descendu au Panama en partant depuis justement bah, donc pas le Québec mais depuis mais il aurait pu partir depuis le Québec parce qu'après ça se rend sur le lac Champlain aux États-Unis, donc là où j'ai été là en voilier avec mon ami justement. Donc du Québec, il y a la rivière qui joint là-bas au lac Champlain, qui est à cheval sur l'état de New York et le Vermont. Et là, de là, on peut redescendre jusqu'à New York, rivière Hudson, passer New York, sortir sur l'Atlantique, longer le New Jersey,
longer plus ou moins la côte, se rendre jusqu'en Floride, Floride, Caraïbes, les îles, Jamaïque, là, même les Antilles françaises, toute cette zone-là, Trinidad et Tobago, toutes ces îles-là, Haïti, Punta Cana, partout où vous voulez aller dans la zone. Je sais pas si Haïti reçoit les bateaux touristiques en ce moment, c'est un peu la merde je crois encore à Haïti, donc en tout cas ça fait très longtemps que c'est la merde, je ne pense pas qu'en moins de 6 mois là ça s'est arrangé. Paix sur Haïti, paix sur vous les Haïtiens, c'est chaud ce qui se passe dans votre pays et courage à vous. Et donc c'est ça, et puis lui était redescendu après jusqu'au Panama, il a passé 5 mois là-bas à cause du Covid, il était bloqué. Et ensuite, il a traversé le canal de Panama avec son voilier pour passer au Costa Rica via la côte pacifique de l'autre côté. Donc, sacré voyage. Et pour finir, avec son voilier saisi au Costa Rica. Je n'ai pas la fin de l'histoire par rapport à ça. Je n'ai pas su pourquoi il s'est fait saisir son voilier, mais sûrement des raisons de papier, d'immatriculation, tout ça, ça va assez vite par rapport à ça. Donc, ouais, pas facile non plus de faire ce genre de voyage, de péripéties, c'est quand même des gros projets. Mais voilà, tour du monde en bateau. Pareil, un ami qui était avec nous, donc l'ami de mon ami qui était avec nous là au voilier, avec qui je dois faire un tennis d'ailleurs bientôt. S'il voit cette vidéo, je sais pas si jusqu'à 37 minutes il regardera cette vidéo, mais il sait que je fais ces petites vidéos. Et donc oui, je dois faire un tennis avec lui. J'ai recordé ma raquette pour... je faisais du tennis quand j'étais plus jeune, j'ai une bonne raquette et tout, je l'ai ramené ici. Faut que je fasse un tennis avec lui, je l'ai fait recorder pour ça en plus. En plus l'hiver arrive, faut se dépêcher. Il y a des terrains intérieurs, mais ça coûte une blinde. Je préfère les terrains presque gratuits pendant l'été, selon les quartiers, voire totalement gratuits. Et ouais, des installations municipales plutôt cool au niveau sportif ici. Bref. Et donc lui, il me disait, ouais, il connaissait quelqu'un qui avait lui aussi eu un bateau, un voilier, il a fait comme un tour du monde un peu, enfin je sais pas s'il a fait totalement le tour du monde, mais il a fait un gros voyage. Et puis en fait, le gars avait acheté son bateau genre 60 000 $ US, un truc comme ça, son voilier. En fait, il avait revendu 200 000 dans un autre pays, 200 000 US. Donc parité de pouvoir d'achat, opportunity cost, flipper un bateau, achat-revente de bateau. Là, c'était un peu sur le vif, sans trop calculer le coût peut-être, ou la personne l'avait peut-être pensé, hein. Il avait peut-être pris ça en compte aussi en organisant son projet. Mais en fonction d'où on achète le bateau, ensuite d'où on l'immatricule et d'où on va le revendre, ça se trouve tu vas l'acheter, je sais pas, il va être pavillon canadien, tu vas le réimmatriculer au Panama, le revendre en Floride, sous pavillon panaméen, tous les papiers sont faits et tout. Peut-être ça t'a recouté un 20 000 $, disons, de refaire toute la paperasse, plus l'entretien du bateau, plus ton tour du monde, et tu le revends 200 000 un an après, et éventuellement tu as payé en tout sur le bateau, je sais pas, 100 000 $ US. Bon après plus ton coût de vie machin et tout, mais que tu aurais eu de toute façon même si tu vivais ailleurs que sur ton bateau ou que si tu faisais pas ton tour du monde, sachant qu'un voilier ça se déplace au vent. Je te dis, tu fais un peu de moteur de temps en temps aussi, mais je te dirais tu te retrouves avec un coût annuel de vie, ça se trouve qui est moins cher qu'à Montréal, ça se trouve, qu'à Paris bien sûrement. Puis c'est ça, donc tu te retrouves peut-être à faire un flip, une plus-value avec un taux de rendement interne, pour ceux qui connaissent un peu les maths financières, tout ça, avec un taux de rendement interne là sur le temps qui est carrément intéressant. Donc tout le temps ramené sur le dollar US pour considérer la parité de pouvoir d'achat, parce que le dollar US joue pas mal le rôle d'étalon et d'étalon pour le pouvoir d'achat dans le monde, comme le dollar US et les taux directeurs US Drive et le système monétaire américain et globalement le métronome du système monétaire mondial tout court. Surtout pour les biens de consommation et pour le pouvoir d'achat sur les biens de consommation. Typiquement, tu peux acheter une maison au Brésil 300 000 réals, l'année d'après elle vaut 400 000 réals, mais si le réal s'est pété la gueule face au dollar de 50%, au final tu as perdu de l'argent en parité de pouvoir d'achat sur le dollar US. Donc si tu veux ressortir ensuite du Brésil, ouais, tu as fait de la plus-value en réal brésilien, super, c'est cool. Mais s'il y a une inflation de con au Brésil, et que je sais pas, je vais prendre l'exemple d'une télé Samsung produite en Corée, au Brésil elle coûtait
Elle te coûtait 500 réals avant et là maintenant elle t'en coûte 1000 à cause, de l'inflation. Et que derrière, en fait, bah, du coup, par rapport au dollar, parce que par rapport au dollar US, bah ouais, ta télé Samsung qui a été importée en Corée en utilisant des transactions en dollar US, bah c'est sûr, ça va être répercuté à cause de l'inflation du réal brésilien. Donc en fait, t'as beau avoir fait une plus-value en réal brésilien, et ben en réalité, en fait, c'est-à-dire même sans sortir du pays, même si tu restes sur place au Brésil, tu vas quand même, et que tu as vendu ta maison au Brésil, que tu continues à vivre au Brésil, bah, tu vas quand même subir cette dévaluation par l'inflation et en gros l'impact sur ton pouvoir d'achat. Et donc, tu n'as pas réellement fait une plus-value parce que le réal brésilien s'est dévalué face au dollar américain. J'espère que vous suivez. Super important pour ceux qui s'intéressent à l'expatriation, à partir à l'étranger. Bah, c'est con de parler de ça, 42 minutes, 42 le chiffre, la réponse à la question sur le sens de la vie, si vous avez la référence. Et c'est peut-être con d'en parler à 42 minutes, mais non, ça fait plein de sens justement parce que bah, c'est peut-être la grande réponse à l'équation de la vie à chemin du roi à gauche. Non, bah non, là, non, je pense que je vais rester là. Donc c'est peut-être la grande réponse à l'équation sur la question de la vie. Je sais plus exactement comment elle est formulée. Voilà, faudrait que je retrouve la ref exacte. Je sais même plus c'est dans quel ouvrage là, mais c'est, je sais pas, l'Odyssée de je sais plus quoi. Roman science-fiction où en fait il y a comme le robot qui pose l'algorithme un peu robot de, de, de la soucoupe volante là qui pose cette question. Bref, normalement ceux qui ont, ils ont la ref. Je divague complètement, c'est abusé. Mais donc ouais, super important pour ceux qui partent à l'étranger, même ceux qui partent pour études, travailler, enfin ceux qui en fait qui ont des projets d'expatriation, quel que soit le projet d'expatriation, même ceux qui partent faire un road trip, ne serait-ce que 6 mois, qui vont acheter, soit, bah, je dis, là on avait l'exemple du bateau, mais ça peut être un van, une moto, peu importe, quelque chose qui coûte relativement cher dans un pays, et en fait, et qui part relativement longtemps, assez pour qu'il y ait des fluctuations monétaires, donc des paires monétaires, hein, toujours la monnaie fonctionnant par paire, donc telle monnaie face à telle monnaie, hein, donc on peut le voir dans les deux sens, mais souvent il y a une norme, il y a la norme boursière dire du forex et des marchés de change, par exemple pour l'euro dollar américain qui est euro USD, donc c'est euro USD pas USD euro par exemple. Voilà, il y a une norme de nomenclature, mais en soi on peut le prendre dans les deux sens en faisant juste l'inverse du taux. On retrouve l'équivalence dans l'autre sens. Par exemple, là le cas d'euro, pour exemple la nomenclature, je sais même pas pour le canadien euro, mais je crois que c'est je crois que c'est cas d'euro peut-être sur les marchés, la nomenclature officielle. Moi je le compte toujours en EuroCAD, c'est-à-dire EuroCAD. Là en ce moment on est autour des 1,50, entre 1,47 et 1,52 là, tout ça aussi en ce moment. Mais voilà, on fait l'inverse et en fait si on prend la nomenclature inverse, on inverse et pour 1 dollar canadien, on a peut-être autour de 70 centimes d'euros par exemple. Donc je m'égare un peu, mais pas tant, puisque ouais, c'est vraiment important si vous avez en fait des effets de change à considérer. Et sur une vie internationale, même, alors là ça devient beaucoup plus important. Là ce n'est pas juste un effet de bord qui limite peut être négligé si c'est pas sur une trop longue durée. Même vous faites des études pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, pas besoin de trop vous prendre la tête avec ça. Par contre, si comme moi vous voulez vous expatrier à long terme, et moi c'est un de mes trucs ici, pareil, je pars obtenir du dollar américain, dollar canadien, euro, j'en ai beaucoup moins maintenant. Mais voilà, rester un peu sur 3 monnaies, se diversifier monétairement, et une très bonne chose si vous vous expatriez à long terme, que vous voyez peut-être éventuellement dans d'autres pays aussi. Donc moi par exemple, là, tout à l'heure je parlais du Japon. Le Japon, c'est pas bon exemple, il passe par une crise monétaire en ce moment qui est en plus assez endémique et concentrée là-bas, mais qui peut faire effondrer le système mondial du fait de comment est foutu leur système de rémunération obligataire. Au Japon, pas trop le bon exemple là, mais voilà, aller dans d'autres monnaies mais le dollar US étant l'étalon, donc bien d'avoir du dollar US. Dollar canadien, très bien aussi. Au final, c'est plus ou moins stable. Juste le taux est pas, ça paraît pas fou parce que ouais, c'est ça, c'est
1,50 par rapport à l'euro, on a que donc c'est 1,34 canadien pour 1 dollar américain par exemple. Donc c'est sûr que là de passer du canadien à l'américain, ça fait un peu mal, mais en fait ça fait pas mal parce que c'est toujours l'un par rapport à l'autre, c'est comment l'un va progresser par rapport à l'autre. Si vous prenez des ETF, que vous faites un pari sur la monnaie, sur un peu comment vous voyez la monnaie à long terme, vous pouvez toujours prendre des investissements qui sont hedgés contre les risques de change, etc. Il y a plein de trucs à faire comme ça. Ou sinon, il ne faut juste pas vous prendre la tête si c'est à long terme. Juste vous prenez de dollars US, vous investissez en US. Mais ce qui est bien ici, on peut investir sur des fonds, même sur les BlackRock ETF 500 par exemple, sur les ETF. Si on veut acheter du S&P 500, en fait, on peut acheter les BlackRock S&P 500 qui sont normalement cotés en USD, on peut les acheter en dollars canadiens. Et en fait, ils sont juste totalement bien. Enfin, ça va totalement bien répliquer. On peut les acheter straight comme ça en dollars canadiens, en compte titre, tout ça. Sans frais, en plus, sans frais de courtage et tout. Maintenant, il n'y a plus de frais de courtage ici sur la plupart des comptes titres des banques ici. Donc, on parle pas d'Interactive Broker. Je parle pour ceux qui connaissent un peu tout ça, là, mais on parle pas d'Interactive Broker, tout ça et tout. On parle même des banques commerciales ici, genre Desjardins, Banque Nationale, RBC, la TD, la BMO. Et en fait, les frais de courtage sont à zéro. Donc après, si vous commencez à faire des options, du trading plus court terme, etc., là, ça change. Mais pour les trucs bien basiques, achetez votre ETF, faire votre DCA, votre investissement mensuel, tout ça, vous êtes OK clean. Je vérifie que tout ça enregistre bien. Ouais, tout ça enregistre bien. Petit checking de temps en temps. Donc ouais, je parlais pour tous ceux qui connaissent. Donc il y a vraiment plein de trucs à faire ici pour l'investissement. Donc là, tout à l'heure, on parlait d'immobilier. Là, je parle des ETF, des comptes titres et tout. Et oui, vous n'êtes pas. Pour ça, ici, il y a beaucoup d'impôts, mais il faut voir la côté. C'est-à-dire que si vous connaissez, ici, si vous plongez un peu dans la réflexion d'optimiser fiscalement, il n'y a pas de 36 000 trucs, il n'y a pas de 36 000 structures juridiques si vous voulez avoir des sociétés non plus. Alors, on peut aller deep aussi un peu fiscalement ici, mais c'est moins le bordel qu'en France, qu'en Europe. Beaucoup plus de liberté pour aller accéder au marché américain aussi. Vous n'êtes pas bloqué avec votre compte, comment on appelle ça en France, le compte action, le compte titre action, dites-le moi dans les commentaires. Merde, en plus, je sais très bien comment ça s'appelle. C'est juste que moi, j'ai jamais eu l'occasion d'en avoir un du coup. Bref, mais en tout cas, le compte où là vous pouvez investir en actions, tout ça, vous êtes bloqué 5 ans, il faut que vous achetiez tout ce qui est normes UCITS européennes, etc. Mais attention, les normes UCITS sont très bien, sont reconnues comme c'est des bonnes normes. Même des Américains vont bien aimer aller investir sur des fonds certifiés UCITS européens parce que il y a quand même toute une gamme d'audit qui est fait sur ces fonds par rapport au risque, à la volatilité, par rapport au ratio de Sharpe, le alpha, le bêta, tout ça, si ça suit bien les indices, si les fonds, les gestionnaires sont sérieux, comment ils diversifient le portefeuille, est-ce qu'ils disclosent bien, comment ils backent en liquidité aussi leur ETF, leur fonds. Voilà, bon, trêve de détails, mais vous pouvez pas facilement avec un CEA, comment on appelle ça? Oh là 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 là, le compte épargne action en France là. Aller investir sur n'importe quelle action américaine, acheter du BlackRock S&P 500, etc. Voilà. Après, si vous voulez le faire, peut-être via d'autres brokers, etc. Mais même Interactive Broker, dès que vous dites que vous êtes résident français, vous vous inscrivez à Interactive Broker avec une adresse, un numéro, un passeport français, avec donc en gros le KYC français, c'est mort pour vous. Genre ETF SP500, le normal, non UCITS et tout, que dalle. Donc beaucoup moins de blocage bancaire de ça. Sachant si c'est quand même assez chiant. J'essaie de trouver en fait, d'ailleurs s'il y en a qui ont des techniques là, à 50 minutes de vidéo, qui est là pour me donner des techniques pour déplacer mon dollar canadien en dollar US sans payer les 2,4% de frais de mes banques. Parce que là c'est pour les déplacer sur les comptes titres. Et en plus pour déplacer sur les comptes titres qui sont liés, et en fait je pense que je peux pas, enfin c'est galère. Ça c'est le défaut du coup, parce que voilà, compte titre banque commerciale, pas Interactive Broker. Du coup pour faire le changement de fonds, je me prends à 2,4% pour envoyer de canadien à US dans le compte titre US. Ça parce que les comptes titres, je les ai en canadien et en US. Sachant que même les dispositifs fiscaux REER et CELI et CELIAP, donc tout ce qui protège de l'impôt, ce que vous mettez dedans là, et ben c'est stylé parce que vous pouvez les avoir en canadien et en US.
Donc plutôt cool. Mais je me prends à 2,4% à chaque fois. J'essaie de voir avec Wise éventuellement, avec des banques en ligne. Mais en fait, c'est compliqué. Je peux pas envoyer d'une banque en ligne avec un numéro de compte qui est le numéro de compte de mon compte titre, même si c'est un compte, même si c'est le compte cash, parce qu'il y a sur les comptes titres, il y a un compte cash en canadien, un compte cash en US là, donc pas les pas les véhicules pas les véhicules fiscaux, vraiment le compte cash. Ou si on fait de la plus-value dessus, là, on prendra de la taxe sur la, on prendra de l'impôt sur les bénéfices là, si on investit sur ces comptes-là. Donc, en tout cas, je cherche un moyen de réduire mes frais. Pour l'instant, c'est pas trop impactant, mais au fur et à mesure, enfin, c'est simple, hein, sur 100 000 de liquidité que vous envoyez, vous perdez 2400, bah, ça fait quand même chier, quoi. Genre, vous avez un markdown de 2400 sur votre de 2,4% sur votre performance directe. Mais d'où le fait que c'est dirigé investissement long terme, bon père de famille sur éventuellement, je vais mettre de la lumière, sur une trentaine d'années, disons. Donc voilà, 30 ou moins éventuellement, mais merde, là par contre là j'ai vraiment tout allumé, on va peut-être allumer, voilà, que celle-là. Non, c'est pas beau là, hop. Ah, c'est mieux comme ça. Ah, c'est un peu plus tamisé. Donc ouais. Bah, la nuit tombe sur cette belle route. Et en fait, j'ai découvert cette route il y a pas longtemps, en me dirigeant à Trois-Rivières. Et je sais pas, chercher une station-service. Ouais, ça, je cherchais une station-service. D'ailleurs, il faut bientôt que je passe à. D'ailleurs, on arrêtera la vidéo au moment où je m'arrêterai une station-service. Et je m'en allais à une station-service et je me suis un peu trompé. Donc, je me suis retrouvé à partir de l'autoroute et aller jusqu'au fleuve, faire quelques kilomètres. Je trouvais pas la station-service. Et là, je trouve la route Chemin du Roi 138. La route est super belle en plus, elle est super bien rénovée. On dit les routes au Québec, bah celle-là, elle est top. Celle-là, elle est smooth as fuck. Et, donc, le fait est que je me suis retrouvé sur cette route, j'ai trouvé trop bien. Même si ça roule moins vite, 70, 90, on peut aller jusqu'à 100 éventuellement. Bah, en fait, c'est plus agréable que l'autoroute, meilleur paysage. Route pluie, pas 36 000 personnes sur la route. Au moment où je dis ça, évidemment, c'est une pension qui secoue. Mais bon, bref. Attention, on va repasser sur de la bonne route là. 1, 2, 3. Ouais, pas du tout. Et non, donc ça fait que j'étais vraiment agréablement surpris, pardon. Je trouve une station-service finalement. Et là, je rentre dans la station-service. C'est pas la seule station-service. Ça me fait ça là quand je suis en région, quand je suis hors des villes. Il y en a celle souvent où je m'arrête aussi quand je monte. Celle où on s'est arrêté dans la dernière vidéo super longue de 2 heures là, où à 2 heures je m'arrête. Là à chaque fois, et là c'était le cas en plus, juste après que j'ai coupé la vidéo, je rentre et là il y a la dame à l'intérieur, elle me fait hey, bonjour, genre super sympa, comment ça va, nanana. Enfin vraiment le stéréotype qu'on peut avoir de la bienveillance et de l'accueil, de la chaleur, et comment on dit de l'avenance, comment les Québécois sont avenants et bonne vibe. Et là c'était pareil dans cette station-service sur cette route là. Le gars, je commence à parler avec lui, on rigole et tout, bref. Et puis je recroise dehors ça, on discute vite fait, puis je sais comment, parce que ouais, il avait déjà voyagé en France, il me disait à Lyon, en fait il avait rencontré sur un jeu en ligne des Français, et donc en fait les mecs après s'étaient retrouvés pour la première fois, ils s'étaient rencontrés sur des jeux en ligne, et ils s'étaient vus ensuite au Costa Rica. Donc c'était des Lyonnais, donc je crois que c'était des Lyonnais spots et tout là qu'il avait sur les gens en ligne. Après il était allé à Lyon, il allait 6 fois en France après. Mais la première fois qu'ils se sont vus, c'était au Costa Rica. Ils sont genre prendre rendez-vous au Costa Rica. Les Canadiens vont beaucoup au Costa Rica, les Américains aussi beaucoup. Il y a des endroits là-bas, énormément de Québécois et de Canadiens. Un peu les petits microcosmes comme ça. Et donc trop bien. Et puis moi j'ai dit c'est marrant ça. Les premiers Québécois auxquels j'ai parlé moi aussi, et c'était sur les jeux en ligne aussi quand j'étais plus jeune, et sur Dofus, figurez-vous. Il fait ah ouais, Dofus et tout. Mec, il avait full une team sur Dofus, tout ça, pour ceux qui connaissent Dofus, mais il y en a plein qui vont connaître, c'est sûr. En tout, que ce soit les Québécois, les Français, en tout cas les francophones, et même c'est même connu, il y a des Anglais qui jouent à Dofus aussi, il y a des serveurs internationaux, il y a pas mal d'Anglais, et les Latinos jouent beaucoup à Dofus. J'avais fait, même ici une fois là, j'étais avec ma blonde à l'époque, ma copine. Et pendant le Covid, je l'avais motivé à jouer. On avait joué à 2 sur Dofus. Il y avait
des serveurs temporaires. Et c'était en plein quand le Covid, nous en plus on était à l'école, on avait cours en ligne, on était à la maison, on pouvait pas sortir. Lockdown à la con, genre vraiment au Québec c'était bien violent aussi. On a trop bien vécu le truc parce qu'on continuait nos études et puis en gros ça bouffait des pizzas, ça jouait à Dofus, ça faisait du sport. Ça va, il y a pire. Ah, hygiène de vie pas top quand même, mais bon, on a bien perfait Dofus, c'était cool. Donc c'est ça, j'avais rejoué à ce moment-là, donc belle nostalgie, tout ça. Et ma copine de l'époque, là, elle avait kiffé aussi, donc super cool. Donc dédicace à elle si elle voit cette vidéo un jour. Et donc, ouais, trop bien, trop bien. Et donc, et là, il me parle justement qu'il a vu, je sais plus, ah oui, il me dit, ouais, je préfère jouer à Dofus Rétro parce qu'on peut drop les Dofus. Et je lui dis, mec, franchement, je suis au milieu, je suis au milieu du chemin du roi, route 138. Tu m'avais dit là avant de prendre la route que j'allais tomber sur toi, qui me sert là à la station-service, qui me sert mon café à la station-service, et qu'on allait finir là devant la station à parler de drop Dofus. Oh bordel. Ouais, c'est ça. Donc ouais, grand kiff. Et vous savez quoi? Ce soir, je vais m'arrêter à cette station-service parce que là, je suis sur la route où normalement, je vais la croiser. En plus, c'était bien mignon. Il y avait un beau clocher, une belle église juste en face et tout. Donc ouais, je sais plus, c'était Shell. Je crois que c'était Shell ou Petro-Canada. Je pense que c'était Shell. C'était Shell. Et je pense que je l'ai pas encore passé. Ça m'étonnerait que je l'ai encore. Ça m'étonnerait que je l'ai déjà passé. Non, je l'ai pas passé. Là, on est à Port-Neuf. Ok. Donc ouais. Que des trucs comme ça. Que des trucs comme ça. Je sais pas s'il y a que des trucs comme ça, mais là en tout cas pour le coup c'était super marrant. Ça m'a fait flipper. Ah non, là je passe sur un pont, j'ai l'air de. Oh putain, je me rappelle de ce pont, je crois. Non. Je sais pas si j'ai déjà passé. Ouais, parce que maintenant en parlant de ça, j'ai vraiment envie de revoir le gars parce qu'il m'a dit ouais, bah si tu reprends cette route là, je fais ouais, j'ai adoré la route, je vais reprendre cette route là. Je sais pas, vas-y, si tu. Il fait, ouais, si tu reprends cette route là, arrête-toi là et tout. Donc voilà, j'aime bien m'arrêter du coup aux mêmes endroits pour ça. Là, s'il y a des gens sympas, en fait, je sais que je vais être bien accueilli, avoir du bon service. Et voilà, c'est cool. C'est très très cool. Et je sais pas si je l'ai passé du coup, parce que bah, je suis une pipelette et bah, je roulais à 2 à l'heure pourtant, mais je faisais pas tant attention, je regardais vraiment bien devant moi. Ouais. Donc voilà, après je reprendrai l'autoroute au niveau de Trois-Rivières, parce après Trois-Rivières, c'est plutôt intéressant. La dernière fois, j'étais passé à travers Trois-Rivières, et justement, je sais pas si on peut, nous les, alors ouais, on repart un peu sur l'immobilier. Nous les étrangers, moi je suis en permis fermé, galère d'immigration, je pourrais raconter ça vraiment précisément dans une vidéo. Galère d'immigration à la con, donc j'ai vraiment lutté là pour revenir, mais j'étais genre en mode, je reviens, je m'en fous, je reviens, j'ai vraiment bien bossé pour faire en sorte de revenir. Attends, j'essaie de peut-être tourner un peu hop, une meilleure vue sur la route. J'ai bossé pour ça là pour revenir finalement du coup en permis fermé, jeune pro. Et d'ailleurs, petite astuce, hein, franchement, ceux qui sont dans les domaines techniques, tout, si vous travaillez même déjà en France, moi mon coloc c'est le cas. Mon coloc il était technicien supérieur chez Airbus en France, là il est chez Airbus ici. Il est venu pareil sur le même permis là que j'ai repris pour venir là. Donc là moi je suis en train de faire ma résidence permanente et lui il va pouvoir la faire lui au bout de 2 ans. Donc au bout de 2 ans en fait vous renouvelez ce permis fermé et vous partez votre résidence permanente et vous pouvez vous établir à long terme ici assez facilement. Et ces permis c'est des bassins réservé pour ces permis où il y a très peu d'inscrits parce que là vous n'êtes pas dans les bassins PVT où il y a le tout venant avec tous les PVT et tout. Non, là vous pouvez vraiment venir en mode personne spécialisée et donc technicien, ingénieur, tout ça et tout, être dans les métiers en fait où c'est en forte demande. Si vous êtes dans les domaines techniques, hautes compétences et tout, industrie, construction, je sais pas, même un truc même technicien, cinéma, spectacle et tout, je crois, c'est pas trop mal. En tout cas, si vous avez des compétences un peu dans ces domaines-là, après ouvrier, donc les métiers ici qui sont réglementés, je disais dans la dernière vidéo aussi, peut-être va y commencer à avoir des échanges pour que ce soit moins protecteur ici pour plus ce qui est métier artisanat, ouvrier, tout ce qui est régie ici, syndicat et CCQ. Et donc syndicat de construction, etc. Donc je pense aux électriciens, aux couvreurs, aux menuisiers, plaquistes, whatever, enfin tout ce genre de métier, même les manœuvres et tout.
Là, c'est plus compliqué. En tout cas, mais ces permis fermés là, comme mon collègue qui a fait, comme moi là j'ai en ce moment, top. Et je vous dis, hein, moi en 10 jours, j'ai appliqué dans le bassin. En 10 jours, vous avez votre invitation, même voire moins. Ensuite, le permis, moi ça a pris ensuite une semaine, parce que comme j'avais déjà l'offre d'emploi. Ah oui, il faut avoir, par contre, pour le faire, il faut avoir une offre d'emploi. Il faut avoir une lettre d'offre d'emploi. Mais honnêtement, LinkedIn, tout ça à distance, vous avez les compétences. Et puis moi, honnêtement, eh ben, merde, je dis ça à 1 heure de vidéo. Bah, si vous êtes resté, eh ben, vous avez de la chance. Bah, venez sur les liens que j'ai sur ma chaîne et tout. Moi, honnêtement, j'ai du réseau ici. Et puis, ce serait mon but aussi de pouvoir aider des gens à trouver leurs opportunités. Donc, en plus de LinkedIn, tout ça, bah, faire peut-être profiter de mon réseau privé. Je commence quand même à avoir pas mal de réseaux ici qu'il faut que je développe même encore plus en dehors de comment dire, mon focus technique, on va dire mon focus de domaine. Comment ça oh. Assistance pré-collision. Non, mon pote, il n'y avait pas de collision là. Ah, c'est marrant. Il y avait, parce que, il y avait une voie ferrée. Il y avait une voie ferrée. En fait, il y a une voiture en face, une voie ferrée et puis le panneau de voie ferrée. Et du coup, le système anti-collision, il a fait what the fuck. En tout cas. Et donc ouais, n'hésitez pas parce que ça c'est vraiment un truc que j'ai envie de développer. Puis en fait, même via ma fraternité, en fait j'ai des contacts dans vraiment tous les domaines. Nous on a un réseau socio-pro ici entre nous. Donc voilà, mais c'est pas facile en plus hein, de créer du lien socio-pro, tout ça. Donc ça va être un gros défi pour moi. Si j'arrive à faire ça, c'est vraiment super cool. Mais n'hésite pas, faut que je mette un calendrier en place. En plus là je fais ça gratuitement et tout, donc profitez-en. Moi ça me dérange pas d'avoir quelqu'un au téléphone un quart d'heure, 30 minutes. Et tu me prends, franchement, tu me bookes un calendrier là si c'est dispo là, si tu vas voir dans les liens et que je l'ai mis en place, c'est prévu là, faut que je le mette en place absolument. Mais j'ai pas un temps à moi là comme je vous expliquais au début. Ouais, tu viens de demi-heure avec moi et je t'explique un peu plus en détail ce que je t'explique là, comment faire le permis, comment c'est la procédure et tout. Et je vous dis là, vous avez la lettre d'emploi, moi ça a mis moins d'1 mois en tout. Merde, je pouvais passer tranquille. En tout et pour tout. D'avoir d'être prêt à voler, de m'envoler pour le Canada. Alors moi c'était plus facile, j'avais encore mon logement, j'avais encore ma vie qui était restée là, j'avais juste fait un aller-retour, j'étais revenu 2 mois en France seulement. Et pendant ces 2 mois le défi pour moi c'était de trouver justement retrouver un emploi, revenir m'intégrer au Québec et repartir sur mon établissement de long terme qui était en fait le but à la base, avec mon permis ouvert que j'ai pas eu à cause des problèmes liés à la biométrie. Donc ça, je pourrais revenir plus en détail sur comment j'ai merdé. Franchement, j'ai merdé, c'est aussi ma faute. Et d'ailleurs, un truc, vous êtes responsable. Vous êtes responsable de votre immigration, votre expatriation, vous êtes responsable de tout. Vous croyez que quand j'ai reçu une lettre du Canada, alors j'ai un peu pesté quand même, mais quand j'ai reçu une lettre du Canada qui m'a dit « Écoutez monsieur, eh ben, vous devez quitter le territoire ». Alors que j'avais travaillé, fait mes études ici, payé des impôts, tout, genre que j'étais un bon citoyen quand même en soi ici, enfin je suis pas citoyen mais vous voyez ce que je veux dire. Et de se faire jeter dehors par une lettre comme ça de l'immigration, vous êtes comme putain, ah c'est chaud, tabernacle comme ils disent, tabarnak. Ouais, tabarnak, faut bien le dire avec l'accent, j'ai pas l'accent québécois mais j'ai quelques expressions quand même, esti. Et non ça faisait chier, et puis finalement j'étais là en mode c'est ma faute, j'ai mal vendu non plus, même si c'était mal indiqué, même si il y a eu comme un malentendu et que c'était super mal indiqué pour vrai, c'est leur affaire, et que je suis passé hors délai, ensuite j'étais hors délai même pour redemander ensuite, j'étais hors délai par rapport à la date de mon diplôme, parce que ça faisait plus de 180 jours après ma date de diplomation. J'étais fucké, j'étais en... Et c'est pas grave, j'ai pris mon... J'ai recherché depuis sur place, après je suis retourné en France, j'ai recherché depuis la France. J'ai fait le ressort, soufflé un coup, et on repart sur de bonnes bases. Et c'est comme ça qu'il faut le faire. Et pour tout ce qui va vous arriver là-dedans, dans l'immigration, l'expatriation, si vous stressez, si vous vous sentez face à une montagne avec les démarches et tout, au pire je suis là pour ça, venez vers moi. Parce que voilà, pour le coup, moi je suis pas du tout stressé avec ça. Et même à l'époque, hein, quand je l'ai fait pour partir en études, justement, j'étais tellement drivé par le projet, j'étais comme, allez, ça part. Vous voyez, je dis, c'était comme, it was like, it's like, comme les Américains, parce qu'ici en français, en fait, ils traduisent l'anglicisme, yeah, that's like, tu sais, ils sont toujours like, les Américains, c'est abusé, ils font like. Et
En plus, les étrangers, quand on parle anglais, après, on a tendance à beaucoup trop le dire parce que c'est bien commode d'utiliser ça pour genre ponctuer un peu et faire des transitions de phrases, etc. Et ici, on dit bah c'est comme voilà. Encore une divagation, les innombrables divagations continuent. Et je commence à être dans le noir total. La route est éclairée par mes phares, donc ça va. Mais ouais, fuck, c'était chaud. Et finalement, ouais, ces permis-là, donc il y a ces permis-là, et je sais plus d'où ça partait à la base que je parlais de ce permis-là. Non, mais c'est ça, n'hésitez pas. Après, vous avez votre expatriation de long terme qui peut se mettre en place assez aisément avec ce genre de permis. Ce genre de permis fermé. Voilà, vous pouvez tenter aussi de faire la résidence demander une résidence permanente depuis l'étranger directement. Mais là, ça va être un peu plus comme ils vont évaluer votre métier aux compétences. Là, c'est un énorme dossier. C'est un peu plus compliqué. Je vous dis, c'est moins la voie royale, même quand vous êtes déjà travailleur en France. D'essayer d'avoir une carte. C'est un peu comme essayer d'avoir la green card aux États-Unis. C'est comme un peu une loterie. Alors, c'est moins une loterie parce qu'ils vont un peu plus évaluer votre dossier de compétences, etc. Mais quand même. Ouais, récemment, il y a eu des lois anti-immigration, des lois visant à limiter l'immigration ici. Figurez-vous que pour les francophones, et avec des compétences surtout, pas de souci, vous êtes bien. En fait, ils vont limiter les travailleurs un peu précaires, qui ont déjà, pour le Québec, qui ont un niveau de français zéro ou très peu, et qui vont un peu plus galérer à s'intégrer, sachant qu'ils donnent des cours de français. J'en avais parlé, je crois, dans la dernière vidéo en voiture, là. Ils donnent des cours de ce qu'ils appellent d'intégration et de francisation, tellement ils sont à fond sur la langue, hein, avec les lois sur la langue française, etc. Et ils payent les gens pour apprendre le français, mais c'est juste que bon, voilà, ça reste aussi compliqué. Et ouais, ils veulent éviter les gens, même les Français, hein, qui viennent accepter des postes en permis fermé ou à des salaires en dessous de 57 000 $ par an, je crois, ou un truc comme ça. 57 000, je sais même pas. 47 000, je crois, un truc comme ça. Mais avec les salaires au Canada et tout, honnêtement, là, ça couvre vraiment très peu de bassins d'immigrants. Ça a fait un peu la une médiatique, l'immigration c'est fini. Ils vont aussi limiter pour les étudiants, mais oui, parce que c'est le Commonwealth, il y avait aussi énormément d'étudiants indiens qui venaient avec les facilitations. Alors eux, c'était vraiment facile. Coût d'études réduit, immigration réduite, résidence permanente, Commonwealth fait que super bien pour eux, etc. Mais sauf qu'il y a eu aussi beaucoup de fraudes, il y a eu des grosses histoires avec des fausses lettres d'admission d'école. Et en fait, ils fraudaient, ils arrivaient là en études, mais comme sur les permis d'études, il y a aussi un permis de travail pour 20 heures par semaine à côté avec votre permis d'études, c'est intégré dans le permis d'études. Vous avez un permis de travail de 20 heures par semaine. Les mecs, ils arrivaient et puis ils travaillaient 20 heures par semaine légalement déclarées, donc en temps partiel. Soit ils restaient à temps partiel, c'était vraiment précaire. Ils faisaient un peu des études à côté, mais en fait, éventuellement, s'ils avaient douillé sur l'admission, ils n'avaient pas vraiment d'études. Et en fait, surtout qu'après, ils allaient pas en études et ils venaient, en fait, ils faisaient une partie travail légal, disons, pour ce qu'ils pouvaient, et une autre partie au black ou tout au black. Et voilà. Oh putain, ça sent comme la weed. C'est trop marrant. Alors, et on m'a appris qu'en fait, quand ça sent la weed comme ça dans la nature, au milieu de nulle part sur la route, c'est pas de la weed. En fait, c'est une moufette, là, un putois. Qui a lâché un gaz de putois. Est-ce que je garde le plein phare? Ouais, on garde le plein phare. Non, on va les enlever. Non, on va les enlever. Et voilà, putain, petite anecdote animalière. Je divague encore. Donc ouais, c'est ça, les Indiens. Voilà, c'est un truc. Alors, ouais, voilà, ici, il y a beaucoup de Canadiens qui sont un peu... voilà, c'est toute la politique, le drama canadien. Et puis moi, je suis pas trop les actus. J'en ai rien à carrer de tout ça. En fait, moi, le goal de tout ça, c'était de vous dire qu'en étant francophone, même les nouvelles lois sur l'immigration au Québec et au Canada, donc le Québec a une souveraineté, une couche de souveraineté supplémentaire, comme pour l'éducation, comme pour la langue, comme certains secteurs comme l'énergie. Avec Hydro-Québec, il faut absolument que je fasse une vidéo sur Hydro-Québec. Je travaille dans ce milieu-là en plus, mais l'épopée d'Hydro-Québec, comment le Québec j'en parlais je crois aussi la dernière fois, a gagné sa souveraineté énergétique, est revenu, les francophones sont revenus en force au Québec. Oh, un chien, oh putain, le chien il traîne tout seul là. Faut que je fasse une vidéo sur Hydro-Québec. Mais en fait, voilà, tout ça, et où le Québec a une souveraineté au-delà du fédéral canadien. Donc aussi sur l'immigration. Et donc, il y a une loi immigration Québec par-dessus aussi les lois d'immigration canadienne. Donc,
C'est ça aussi qui est un peu dur au niveau paperasse, qui fait peur à des gens, c'est qu'il y a deux volets. Il y a le volet québécois et le volet canadien. Et souvent, il faut passer. Alors, il y a des fois, il faut passer que par le canadien, mais la plupart du temps, il faut passer par une première étape au provincial, donc québécois, au Québec, et ensuite faire la seconde étape au Canada, avec le Canada, donc au fédéral. C'est comme les impôts, il y a provincial et fédéral. Québec, Canada, il y a deux parties d'impôts. Et à la fin, ça vous fait un impôt total. Et en fait, l'impôt total, c'est relativement gros, genre en mode pays occidental, quoi. Ça fait mal au cul. Mais comme je vous ai dit, avec tous les petits moves à faire, honnêtement, ça va. C'est pas la France. C'est pas la France. Si vous êtes un peu smart, vous en sortez plutôt bien. Le problème, c'est que en France, il faut commencer à être vraiment bien tuné pour être smart. Et en fait, on vous met le plafond de verre vraiment tôt pour éviter que vous soyez trop tuné et que vous puissiez utiliser les smart moves. Là, les smart moves, vous pouvez les avoir assez tôt avec les bons salaires que vous pouvez avoir de base ici, en étant middle class haute. Et même basse middle class, mais voilà. Après, faut se donner les moyens. Faut se donner les moyens. Donc, je parlais de tout ça parce que oui, deux tranches. Donc, immigration pareil. Et c'est un putain d'avantage. Il y a comme un coup d'opportunité, un opportunity cost incroyable avec ça. C'est qu'il y a un avantage concurrentiel, un avantage de compétitivité pour les francophones, que ce soit de France, de Belgique, de Suisse, donc toute la francophonie, d'Afrique noire et du Maghreb, du Moyen-Orient, des îles, des dom-toms et d'Haïti aussi. Voilà, tous ceux qui parlent français, il y a un avantage certain pour vous à venir ici. Et d'autant plus si vous avez des compétences, soit des études à l'étranger, soit que vous êtes déjà en poste et que vous pouvez justifier d'expérience. Enfin, honnêtement, il y a vraiment des belles opportunités. Je crois que derrière, il veut vraiment rouler un peu vite parce qu'il me colle au QST. Et il doublera quand il pourra. Et donc c'est ça. Donc voilà, ne pas avoir peur avec un peu tout ce qui est sorti récemment sur les lois, les nouveaux dispositifs de loi immigration. Et c'est même plutôt à votre avantage généralement, quel que soit votre pays de provenance. Vraiment, genre c'est pas des lois racistes ou je sais pas quoi et tout, non. Et je dirais que même à long terme, ça peut même être très bon. Ça vient avec l'espèce de nationalisme et protectionnisme dont je parlais aussi la dernière fois, qui permet en fait des espaces et des horizons de prospérité sur ce territoire. En fait, et ça vient avec ce que je disais aussi il y a quelques minutes, il n'y a rien sans rien, que ce soit au niveau individuel ou au niveau de la société. Voilà. Et même avec tous les travers, défauts qu'on peut trouver au sein de chaque société. Voilà. D'un point de vue économique, etc., même s'il y a des gens très pessimistes, je suis plutôt optimiste et tout, moi, donc j'ai du mal trop à me mettre de la boule au ventre avec les discours pessimistes, donc c'est sûr que du coup j'arrive avec un discours tel que j'ai là maintenant, et parce que aussi pour moi ça réussit bien, en tout cas je trouve, et que j'ai cet optimisme que ça puisse réussir au moins d'autant pour les autres en fait. Et donc si ça a marché pour moi, ça peut marcher pour les autres. J'ai pas fait des trucs abracadabrantesques, des trucs sorciers, des trucs à la baguette magique, ni des coups de chance. Alors zéro coup de chance même, la chance, il y a toujours des parts de chance, des trucs, c'est plutôt mais chacun trouvera des embranchements, des embranchements, comment dire, fortunesques, on va dire, des embranchements de fortune dans sa vie. Et certains en trouveront des meilleurs que les miens, et moi j'en trouverai de meilleurs que d'autres. Et puis dans l'étalement sur le temps, et ben en fait ce sera un autre moment que ton voisin lui aura son embranchement, on va dire majeur, qui va changer sa vie pour le meilleur et pour la fortune. Quand je dis la fortune, c'est fortune au sens de la déesse fortune au sens large, de la fortune pas que pécuniaire en fait, pour les projets de vie, et qu'est-ce qui nous drive, qu'est-ce qui nous fait battre le cœur. Moi par exemple, ma sœur,
Elle est plus dans le social, carrément même. Elle, ce qui lui fait battre le cœur, c'est pas de faire de la thune. Et elle va, sa raison de vivre, elle est pas dans le succès, on va dire, matériel, de carrière, de patrimoine, ou de faire du voyage, etc. Voyage peut-être, mais elle, ça va être plus être dans aider les autres, aider son prochain, et faire des beaux projets qui ont du sens à ses yeux. Et c'est plus que respectable et c'est encourageable. Et c'est ça qui crée un lien aussi dans les sociétés et qui crée aussi une... Alors c'est ça qui crée de l'impôt dans les sociétés occidentales aussi, tous ces systèmes-là et tout, mais c'est ça qui crée du lien et de la saveur et du confort de vie, de la solidarité dans nos sociétés. Et voilà, je peux avoir certains discours, mais j'irai jamais 100% à l'encontre de ça. Faudrait être complètement buté. Enfin, ce serait se forcer, je trouve. Enfin, en tout cas, ça dépend des gens, hein, mais moi, ce serait vraiment se forcer, je pense, de totalement récuser les systèmes sociaux qui sont mis en place dans nos pays. Parce que, voilà. Mais je suis, par contre, partisan de toute bonne chose a éventuellement une fin. Toute belle situation économique post-guerre mondiale a éventuellement une fin prématurée sur l'échelle temporelle, on va dire, quand on regarde 2000 ans d'histoire. Donc voilà, ça tire sur la corde. Ça tire sur la corde. Et voilà, engagez-vous. Mon discours, c'est engagez-vous pour, sans tabou, faire le mieux possible matériellement, financièrement. En plus, mais peut-être avant les valeurs fortes intérieures que vous voulez servir. Voilà. J'espère que je me suis bien exprimé. En tout cas, j'espère que vous arrivez un peu à comprendre ma philosophie là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, si vous êtes resté jusque-là après God damn it. God damn it. 1h18, c'est 1h18. God damn it. Ouais, ça me fait penser à 24 heures chrono. C'est la série que j'ai le plus poncé. J'ai découvert les séries comme ça. Je regarde plus de séries maintenant, j'ai plus le temps, plus de séries, plus de films, plus aucune culture. Ah si, j'ai de la culture quand même, à dire à minima. J'adore le cinéma coréen, par exemple. Pas les K-dramas, je parle pas des séries K-dramas et tout. Je parle du cinéma coréen, les thrillers, les films mafieux et tout ça. Bah, trop bien. Pour ceux qui connaissent la trilogie sur la vengeance de Park Chan-wook, je crois, avec Redemption. Je sais plus c'est quoi le premier, c'est quelque chose for Mr. Vengeance. Ensuite, on a Lady Vengeance, incroyable. Parce qu'il est pas trop connu ce film-là. Après, il y a Old Boy qui est connu, très connu, que ce soit la version coréenne, c'est le remix américain aussi. Mais Lady Vengeance, les gars, incroyable. Ça, des trucs comme New World, si vous connaissez. Truc incroyable. New World et ouais, plein d'autres. Donc ça, pourquoi je parlais du cinéma coréen? Ouais, non, je regarde plus de séries. Et je sais plus pourquoi je parlais des séries. Voilà. Parce que voilà, je me suis redonné envie un peu de regarder des séries là, mais... Oh merde, je crois que j'ai écrasé une petite grenouille, la pauvre. Ah, l'autre jour, j'ai écrasé une moufette aussi. Elle s'est jetée sous mes roues, putain. Je crois que j'étais en train de filmer la route. En plus, je dois l'avoir sur vidéo. J'ai rigolé, c'est pas bien, attention. Ouais, ça arrive, hein. Il y a beaucoup d'animaux morts là au bord. Mais par contre, les corbeaux vivent bien. Putain, il y a des gros corbeaux ici. Il y a des sacrés gros corbeaux. Alors, des plus gros que j'ai vus à Kyoto, au Japon, je ne sais pas. Oui, à Kyoto, au Japon, c'est marrant. C'est comme si tu avais lancé je crois un truc dans Naruto. Tu lances un sort là, et puis c'est un truc avec des corbeaux et tout. Je sais plus qui fait ça. Je sais pas si c'est pas Sasuke d'ailleurs. Voilà, pareil, ma culture manga est redevenue complètement nulle à chier. J'en regarde plus depuis genre mes 13-14 ans, je pense. Mais un manga que j'ai lu qui est super bien, que je recommande encore, qui m'a marqué, Desert Punk, super sympa. C'est pas très connu en plus, je crois, mais super cool, Desert Punk. Et ouais, donc ça, les gros corbeaux de Kyoto. Bah ici, les corbeaux se régalent parce que comme il y a pas mal de petits animaux morts, plus de petits et gros animaux morts sur les routes, bah les corbeaux en bord de route, alors eux ils se font pas écraser, hein. Des fois ils sont sur la route, mais t'inquiète, ils connaissent bien, ils savent que les voitures ça tue, ils l'observent toute la journée parce qu'ils s'en délectent, ils se nourrissent avec ça.
Donc c'est ça, les corbacs. Et pourquoi je parlais de ça? Parce que j'ai écrasé une grenouille. Et avant, je ne sais pas de quoi je parlais, les séries. Et je ne sais plus pourquoi je parlais des séries. Dites-le moi en commentaire. Je commence à devenir un vrai youtubeur. Dès que j'ai un trou, un questionnement, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît. Rappelez-moi, rendez-moi mon cerveau. Et donc voilà. Vais-je trouver aussi cette station essence? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Maintenant, au pire, si j'y passe pas, c'est pas très grave. Mais je pense qu'on va être bon. Là, je pense que je vais la retrouver. Pas du tout. Fuck it. Là. Fuck it, man. Bah là, vu le temps que ça fait que je roule, je pense pas. Je pense pas. Donc ouais, pourquoi je parlais des séries et essayons de retrouver? Est-ce que je pense que je partais sur quelque chose dont je voulais parler? Non, bah ouais, ouais, en fait, c'était plutôt que je regarde plus de séries. Je parlais des séries. Et non, peu importe, peu importe. Voilà. Et là, c'est le moment du blanc. Je parlais trop, maintenant je me tais. Je me tais. Pas du tout, faut pas me taire. Continuer de parler et surtout essayer de trouver cette foutue station essence. En tout cas, de toute façon, bah, comme la dernière fois, mon petit trépied à droite, le stabilisateur, le gimbal, là, gimbal en bon français, gimbal, lui, il va à un moment se péter la gueule parce qu'il aura plus de batterie. Voilà. Mais c'est ça. En fait, c'est mon signal après pour arrêter la vidéo. Mais j'aimerais bien trouver cette station-service là, comme ça. Je dis, regarde, tu te rappelles de moi? Il va se rappeler de moi, c'est sûr. On a parlé de Dofus, il va se rappeler de moi. Il n'y a pas moyen qu'il se rappelle pas. Voilà, je vais être très déçu, je vais arriver, il va pas du tout se rappeler, faire arrête. T'es qui toi? T'es qui, stick tabernacle? Oh, hop, on passe à 50. Oh, 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 oh. Ah bah on y est, c'est là. Eh, damn, incroyable. Au moment où je dis. Et c'est une station SO en fait. C'est une station SO. Et donc quand t'es en mode SOS, bah, SOS, bah t'as SO. Et le mec derrière il doit être en crise là. Il roule pas vite cet enfoiré. Voilà. Hop. Eh, c'est lui, ah, c'est lui. Ah, il a mis ma voix. Oh, il a fait c'est lui, ça se voit, il a regardé, il a passé sa tête par il a passé sa tête par-dessus, il a fait ouais, il est de retour, il est de retour. Je lui dis eh, attends. Vous savez quoi? Ce que je vais faire, je vais rentrer. J'attends qu'il n'y ait plus de clients là. Je vais rentrer, je vais acheter une vidéo YouTube. Tu te rappelles de moi? J'étais en train de leur parler de toi et que je m'arrêtais là. Ouais, on va faire ça, ça va être drôle. Ouais. Ah bah ouais, c'est ça le truc, il n'y a plus de batterie là à côté. Et donc, ouais. Bam. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est un. Attends, je vais reprendre le téléphone. Hop. Ah, par contre, faut que je garde le. Ouais, c'est ça. Faut que je garde Faut que je garde le transmetteur du micro. Ouais, 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 voilà. Comme ça vous permet de voir un peu l'installation. En fait, ça, c'est un stabilisateur, un gimbal, un Osmo Mobile 6 de DJI. Donc c'est DJI, pas DJI, DJI en anglais. Et DJI. Donc ils font les drones, tout ça. Bon, vas-y, tu sais quoi? Je vais dire, je fais une vidéo YouTube. Il y a des clients et tout. Sans table, justement, ça peut être drôle. Est-ce que j'ai du café encore? J'ai plus de café, en plus, je vais aller prendre un café. Et d'ailleurs, là, un truc aussi qui est très bien ici, je pourrais laisser ma voiture, moteur ronflant, clé sur le contact et tout. Il se passerait rien. Il se passerait rien. Personne la volerait. Ça, c'est bien ici. Bon, alors attends, je m'en vais. Hop.
Et bon, voilà. Quoi. Salut. Ça va? Ouais, j'ai dit ça va bien? Ouais. Je suis en train de faire une vidéo. Tu te rappelles de moi, on parlait de Dofus la dernière fois? Ouais. Ok, ouais. Parce que en fait, je faisais une petite vidéo pour YouTube là, et puis j'étais en train de dire, Esti, j'ai envie de retourner ici, j'ai envie de reprendre cette route parce que le gars, c'est genre le. Ouais, exactement. Attends, je reprends, bah, je vais refaire pareil, prendre un café, puis. Fais-toi plaisir, mon C'est beau. C'est une remarque après. Ouais. Je vais faire un petit jour à YouTube. Comment? Je vais faire un petit jour à YouTube. Je fais des vidéos sur le Québec. Je viens de commencer il y a 2 semaines. Ok. Donc là, c'est une vidéo d'1h30. Je suis dans ma voiture, je parle, je redescends des lignes dans le nord. Et... Correct, c'est ça. Bon bah, c'est ça. Tu peux aller faire ton café, puis on revient en point. Plaisir. Donc c'est ça. Là, donc, voilà. Ah bah ça vous permet de voir. En plus, je peux profiter. Et je pourrais faire même une vidéo normale sur par rapport à l'essence au Québec. Dire combien ça coûte l'essence au Québec. Le café. Qu'est-ce qu'on va se prendre? Un cappuccino, noisette velouté. On va se faire un petit café filtre, moyen café filtre. Je me tâte. Un moyen café filtre en fait, comme d'habitude. Pas changer les bonnes habitudes. Donc voilà à quoi ressemble une station-service. Bon, un peu comme en France, il y a plein de trucs à. Il y a un cellier. Et au cellier, qu'est-ce qu'on trouve au cellier? Donc là, c'est la pause café, là, c'est les bières. Grosse diversité de bières. Bières de microbrasserie aussi. Du vin australien. Ah, c'est pas terrible ça, c'est pas terrible. Mais là, ici, c'est pas les bons vins. Les bons vins sont à la SAQ, à la Société de l'Alcool du Québec. Parce que ouais, c'est la Société de l'Alcool du Québec. C'est comme le cannabis ici, c'est régi par le Québec. Voilà, il y a quand même un gros rayon de bière. Parce que ici, ça sert de dépanneur pour les gens qui habitent autour. Ils peuvent venir chercher leur bière, leur petite bouffe, chips et tout ça. Des trucs qui dépannent quoi. J'arrive à garder mon... Hop, le café est prêt. Bon, il y a le choix, il y avait cette machine, le café filtre ici, la machine là-bas. Donc beaucoup de bonnes routes. Ah, j'ai oublié de mettre une cape. C'est quand même mieux dans la voiture, sinon ça va gicler. Oh. C'est parti. Bon, je vais poser ça, le temps de payer. Ça va faire 1,15. 1,15 ? Ouais, il y a un rabais en ce moment. Incroyable. On prend le rabais avec grand plaisir. Bon, je me rappelle de toi aussi. Ouais, non, mais c'était vraiment bon là, genre. Je disais là, genre parler de Dofus et de drop Dofus comme ça au détour d'une station-service sur la route. C'est magique. C'est ouais, inattendu et puis bon souvenir. Mais j'ai pas relancé le jeu là depuis, pas le temps, mais ça se fera tantôt, c'est sûr. Ouais, bonne soirée. Bah, à la prochaine. Ouais, plaisir. Donc c'est ça, vraiment. Ça, le clocher là dont je parlais, on le voit là. Hop. Vous voulez voir les prix de l'essence? Ah bah voilà, là on a le essence 1,54,9, donc 1,54$ le litre, 1$ canadien, ce qui fait à peu près 1 euro. On est à peu près à 1 euro le litre en ce moment. À un moment c'était un peu plus cher, là le diesel il est 1,60 canadien le litre. C'est quand même un peu moins cher en France. Moi il y a un moment même, l'hiver c'est un peu moins cher, je sais pas pourquoi des fois. Mais les années où j'étais arrivé, on était à 1,39 pendant l'été. On était même passé en dessous de 1$ le litre, 1$ canadien. Hein, donc on était genre à 65 centimes d'euros le litre à un moment. Donc voilà, là on est chez Esso et ça ressemble à ça. Et ouais, après il y a Octane 87, donc il y a du diesel d'Octane 87, qui est de l'ordinaire, 89, 91, pas de 98. Donc c'était une Porsche, une Ferrari, un bon moteur ici, bah, pas de 98, mais il doit y en avoir, hein, on peut arriver à se fournir je pense. Si t'avais moyen d'avoir une Ferrari, au pire, t'avais moyen d'avoir ta propre tank d'essence et de faire livrer du 98. Mais même là, je pense pas, parce que les raffineries, est-ce qu'elles en produisent même?
aucune idée. C'était vraiment riche, tu t'en importes d'Europe. ça peut être un truc. Donc c'est ça. Bah, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous laisser sur cette belle petite note. Ton service, qui était bien sympa de vouloir se laisser filmer. Allez, à tantôt les chums, comme on dit au Québec.